Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 3 de la saison 3 de Foundation sur Apple TV+. Les choses se mettent en place, ou plutôt ont fini de se mettre en place et les premières pièces commencent à bouger sur l'échiquier, donc un épisode vraiment très intéressant en termes de mise en place de l'intrigue qui, je le redis, mais je pense va être assez folle dans cette saison, et évidemment une qualité technique de réalisation, production, tout ça vraiment au rendez-vous encore une fois, donc sur ça on reste sur de la très bonne qualité. En même temps, Apple TV, surtout sur cette série-là, a tendance à faire les choses plutôt bien, donc c'est cool. Mais donc, on va explorer un petit peu cet épisode en détail, avec des spoilers évidemment. Avant de commencer, comme toujours, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et la petite cloche si ce n'est pas déjà fait non plus, puisque vous êtes très peu nombreux à recevoir les notifications. Si la vidéo vous plaît, laissez un petit like avant de partir, ce sera toujours très sympa. Et évidemment, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de la saison, de la série en global, peu importe. Et sur ce, on est parti. Donc un épisode qui commence avec directement une réponse, puisque l'épisode 2 se terminait sur une question, à savoir comment Gal et l'Empereur au matin se sont rencontrés, comment ils se connaissent, pourquoi ils collaborent par rapport notamment au mulet. Et donc là on découvre que 3 ans plus tôt, donc un peu je pense avant qu'elle se rendorme, alors qu'elle s'était réveillée 4 ans plus tôt dans l'épisode précédent, elle entre en contact avec l'Empereur au matin qui justement lui avant avait tenté de se renseigner sur la psychohistoire et notamment de consulter le cadeau que lui avait fait Seldon à Gal dans la première saison, sur lequel il y avait l'équation ou je sais pas quoi, la démonstration qu'elle avait réussi à solutionner. Et le simple fait de consulter ce document, notamment pour l'empereur, provoque la rencontre avec, de par la bibliothécaire avec Gal et tout, donc ça c'est plutôt sympa. On a une explication, en plus on découvre, parce que c'était un peu bizarre au début, je me suis dit genre elle a fait l'aller-retour et tout, non, c'était un hologramme, tout ça, et leur conversation est des plus intéressantes puisque elle utilise en fait le fait que la plupart des Cléons quand ils étaient jeunes, enfin en tout cas quelques-uns, le 14 et le 18 notamment, le 18 étant celui qui s'est échappé avec la reine là dans la saison 2, j'en reparlerai parce que j'avais une petite théorie à son sujet, on sait jamais, et en gros elle joue sur le fait que les Cléons quand ils sont jeunes, avant de se résigner, en gros ils ont un peu envie de liberté, de s'échapper de leurs conditions de futur empereur, tout ça, donc elle joue un peu là-dessus, sur le fait en plus il a l'air vraiment fin, intelligent je trouve dans sa manière à la fois de discuter avec la bibliothécaire, même avec Gal et tout, il sent quand on essaye de le manipuler entre guillemets, même si Gal elle fait ça plutôt gentiment, et donc j'aime bien au final cette version du personnage, que dans les autres versions je le trouvais souvent trop capricieux, un peu fleur bleue, un peu naïf, et là au contraire de par le fait je pense qu'il a dû assumer une partie du rôle de son grand frère qui lui ne fout rien, il a développé une certaine, et puis la proximité aussi qu'il a avec le frère au soir, qui lui a vraiment du mal à vouloir passer la main, on le revoit encore dans cet épisode, il a du mal à ne pas être impliqué, sachant qu'en plus c'est bientôt la fin, donc aucun intérêt de l'impliquer par exemple dans les négociations ou quoi que ce soit, sachant que dans 8 jours, 7 jours peut-être à la fin de l'épisode, il va canner, donc est-ce que c'est vraiment... Enfin c'est compréhensible, mais du coup on voit bien qu'il a vraiment du mal, donc je pense qu'il va aussi y avoir un enjeu par rapport à ça, de par la passation de pouvoir, tout ça, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, surtout que là en plus le frère au grand jour reprend un peu le devant de la scène, même en termes d'implication au niveau de la famille, de l'Empire et tout, il y aura forcément des conséquences par rapport à ce qui s'est passé dans cet épisode, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, à moins évidemment qu'il accomplisse son plan tout seul, mais voilà. Et donc le frère au matin a rencontré Gal qui lui a parlé déjà du mulet, donc elle était au courant, il y a même aussi la question du radiant, puisque d'ailleurs elle découvre que Demerzel a un radiant depuis la saison 2, tout ça, donc ça c'est plutôt sympa, et en plus c'est Seldon qui lui a donné en même propre, donc voilà. Et là où je trouve que le frère au matin justement est très fin, c'est qu'il a très vite compris, parce qu'on voit notamment qu'il y a c'est assez sympa, une espèce de fascination un peu pour la magie de la psychohistoire et du radiant qu'il a découvert quand il était petit, tout ça, donc il a une certaine forme de respect, de déférence par rapport à cette mathématique qui permet vraiment de prédire l'avenir et tout ça, donc il a un certain respect pour ça, et surtout on apprend que il a compris entre guillemets que Demerzel ne s'intéressait que à l'avenir de l'Empire et pas forcément à l'avenir de l'humanité, donc déjà elle part avec des œillères, avec un prisme un peu réduit qui fait que forcément elle échouera, en termes de symbolique c'est obligatoire, surtout que voilà l'enjeu derrière c'est vraiment l'humanité, que ce soit notamment du côté de la Fondation, eux ils veulent sauver toute l'humanité et pas juste l'Empire, donc il y a encore une différence idéologique et tout, donc ça c'est très intéressant aussi, et du coup toute cette dynamique qui se remet en place par rapport aux différents frères et surtout par rapport à ce frère au matin qui semble du côté de Gal, en tout cas pour le moment, ça donne encore plus d'importance à l'enjeu de la passation de pouvoir qui va arriver dans 8-9 jours là, puisque justement par exemple il y a une décision que refuse
enfin un appel entre guillemets au conseil que refuse de faire le frère au grand jour. Mais lui, dans quelques jours, dans une semaine ou deux, il pourra convoquer ce conseil de guerre et déclarer la guerre aux mulets et tout. Mais en attendant, on attend. Donc clairement, il va y avoir énormément d'importance. Ça va vraiment être un moment pivot de la saison, le couronnement, la passation de pouvoir et tout, donc ça j'ai très très hâte de le voir. Et sinon vite fait par rapport toujours comme je disais au frère au Cléon 18, celui qui s'est enfui avec la reine, dans la saison 2 j'avais notamment émis l'hypothèse que ce serait potentiellement les ancêtres du mulet, pour donner justement un peu d'importance à cette fuite et tout ça, puisqu'il me semble qu'on n'a pas la généalogie du mulet, donc je trouvais que ça aurait été un point intéressant à connecter. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas s'ils vont partir là-dedans, mais c'est vrai que le fait que le mulet soit aussi fort et tout, et le fait que les Cléons soient des clones et tout, je trouve que ça pourrait créer un petit quelque chose de très sympa aussi, du fait que c'est au final les carences génétiques de Cléon 18 qui, au bout de plusieurs générations, mélangées avec peut-être des gens qui avaient ce pouvoir psychique, a fait qu'au final cette mutation ou cette carence génétique a fait du mulet au final un mec ultra cheaté et ultra barjot, parce que dans sa généalogie il avait Cléon, et que du coup ça serait un peu la boucle qui serait bouclée, et un peu les empereurs qui auraient provoqué leur propre perte et tout ça, surtout même le Cléon Ier de Merzel et tout ça. Donc je trouverais que ça aurait une certaine poésie, une certaine cohérence, que ce soit lié à ça. Et donc ensuite on retourne dans le présent, où on voit donc la suite de cette conversation entre Gale et Cléon 25 je crois, donc le frère au matin, et elle lui expose un peu son plan. Donc déjà lui il est très étonné du fait qu'elle ait réellement pu prédire l'avenir du mulet avant même que le Radiant ne le fasse et tout, qu'elle ait prédit l'arrivée du mulet. Il dit notamment que dès qu'il a entendu ce nom là, évidemment il a pensé à elle, il savait qu'elle le contacterait, enfin en tout cas qu'il devait la contacter et tout ça. Et en gros elle, son plan c'est de faire en sorte que l'Empire écrase le mulet avant même que tout commence, ce qui est hyper intelligent. S'il savait pour l'étoile noire, un petit coup d'étoile noire et ce serait terminado. Certes il y aurait quelques sacrifices, mais bon ils sont déjà perdus malheureusement, ils sont sous l'emprise du mulet tout ça, donc il va y avoir cette hésitation, un peu cette envie en tout cas pour nous spectateurs de dire mais vas-y fais-le et puis c'est terminé, et voilà. Donc ça va être intéressant aussi dans cette saison. Et donc son plan c'est de couper l'herbe sous le pied en gros du mulet avant même qu'il commence sa conquête de l'Empire et tout, enfin de la galaxie, de le buter, je pense, de l'arrêter en tout cas au minimum. Et lui il semble plutôt pour, puisqu'il fait comme je disais, cette tentative là de convoquer un conseil de guerre ou je sais pas quoi pour déclarer la guerre, ou en tout cas une espèce de blocus autour de Calgan. Évidemment les autres refusent, même de Merzel, elle est dans la politique politicienne, elle veut pas déclencher une guerre avant même qu'il y ait de la provocation, sauf qu'au moment où ils sauront qu'il y a eu de la provocation ce sera déjà trop tard, puisque par exemple quand ils font leur conversation la téléphonique en hologramme et tout ça, d'ailleurs très intelligent à Gale de lui avoir dit ne va pas le rencontrer en personne parce qu'il va te manipuler. Et là c'était foutu, le mec il était à la tête de l'Empire en claquant des doigts, donc déjà pas mal. Mais surtout on voit bien qu'à ce moment là il en a rien à faire, il discute avec eux, il en a rien à faire, on entend même des hurlements et tout, c'est assez glauque presque. Même de Merzel elle réagit de manière très forte à la fois aux cris et à différents passages de cette conversation, et après on découvre que carrément il est en train de conquérir un portail spatial pour pouvoir accéder directement à Trantor, la capitale de l'Empire, en claquant des doigts. Donc tout va s'accélérer à nouveau je pense d'ici le prochain épisode. Comme je le disais, on a eu les 2 premiers épisodes vraiment de mise en place. Là on a un épisode de les engrenages commencent à s'activer, et je pense qu'à partir du prochain on sera dans du lourd. Je dis ça à chaque fois, ça se trouve je vais dire ça pendant 8 épisodes et ce sera les 2 derniers où on aura vraiment de la grosse guéguerre et compagnie, donc à voir. Mais je trouve, ouais, effectivement, comme toujours, j'adore le personnage de l'empereur au grand jour, Lee Pace, je le trouve génial. Mais j'avoue que j'apprécie vraiment les 3 pour le coup dans cette saison-là. Autant le vieux qui s'accroche au pouvoir, à la vie, à sa raison d'être et tout, je trouve ça très, très sympa. Et le jeune qui, au final, s'avère beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin, et en plus complice de Gale, donc encore plus intéressant, sachant qu'on se doute que le mulet va faire des dingueries. Alors se dire qu'il va faire des dingueries alors que les 2 autres sont alliés dans l'ombre et tout, c'est encore, ça veut dire que le mulet sera encore plus impressionnant que ce qu'on imagine, donc très sympa. Et surtout, chose importante aussi à souligner, c'est qu'on découvre que l'Empire, les empereurs, vraiment, même les gens de Trantor et compagnie, je pense, ils prennent vraiment tous ces pouvoirs mystiques, psychiques et compagnie pour des fausses croyances, pour des on-dit, des rumeurs en gros, et ils trouvent ça ridicule presque, ils y croient pas. Donc ça va être aussi très intéressant de les voir un peu tomber de leur piédestal, à se dire qu'en fait ils savent pas tout, et que le mulet a vraiment des pouvoirs ultra cheatés. Gale, déjà elle avait des pouvoirs assez sympas, ce qu'on pouvait apercevoir dans la première saison et surtout dans la 2e. On a d'ailleurs encore plus son sujet, le fait qu'elle est
presque indépendante du Radiant et que la psychohistoire n'arrive pas trop à prendre en compte Gale et les autres personnes un peu comme elle, puisqu'au final elle a réussi à prédire l'arrivée du mulet de par ses visions avant même que le Radiant n'imagine la possibilité du mulet. Donc ça, encore une fois, c'est très intéressant de montrer qu'elle échappe un petit peu à toute cette histoire de destin, Elle est vraiment dans le libre arbitre, là où le reste de l'humanité semble être coincé dans une espèce de prédestination inévitable, à savoir le truc du Radiant, même si ils laissent expliquer le fait qu'il y a plusieurs branches possibles et tout, mais là clairement on va sur une seule qui est pas la bonne, quoi, donc voilà. Et ensuite, pour revenir sur les empereurs, chose très très sympa encore une fois, parce qu'il y a Lee Pace mais pas que, on a un peu la continuité de cette intrigue avec sa meuf, là où au contraire il est un peu moins nonchalant que dans les épisodes précédents où vraiment il en avait rien à faire de tout. Là au contraire il commence à prendre un peu les choses en main, son destin en main, et il veut notamment s'enfuir avec elle, donc là c'est très sympa aussi, on le voit discuter avec le chef des custodiens, les gardes royaux, machin, tout ça. Il essaye de le convaincre, on voit que lui non plus, il est pas si bête, il a pris en compte tous les paramètres, notamment la famille du gars pour le faire s'enfuir avec de l'argent, machin, tout ça. Et aussi à son sujet, j'ai trouvé vraiment très intéressant le fait qu'ils expliquent un petit peu plus comment en fait ils tiennent tous ces gens qui travaillent pour eux. Là on pourrait croire que c'est de la fidélité, que c'est de l'engagement envers son pays, sa nation, son empire, peu importe comment on l'appelle. Et là en fait on se rend compte que non, tous les gens quasiment qui bossent pour l'empire au palais, ils vivent au palais et ils ont une famille, on les oblige apparemment à avoir carrément une famille pour en gros avoir des otages, machin et tout. Donc ça c'est pareil, très intéressant de voir à quel point cet empire a beau être parfois humain, mais parfois complètement inhumain, robotique presque. Donc on sent qu'il y a quand même une grosse influence de la logique et de voilà, ça va fonctionner comme ça, donc on fait comme ça même si c'est totalement inhumain et tout. Donc encore un petit peu, je pense, l'influence de Demerzel et du premier Cléon qui devait être aussi un beau salopard, je pense. Donc il a blindé le truc, il le laisse réfléchir, un peu plus tard l'autre vient lui dire que c'est ok et tout, et évidemment quand il lui dit que c'est ok, c'est déjà trop tard, puisqu'entre temps il a notamment révélé le secret, parce que c'est vrai que ça c'est pareil, c'est marrant, nous on l'a appris, du coup maintenant on le sait, mais en fait tout le reste de la galaxie ne le sait pas, et c'est un secret, c'est peut-être même le plus gros scandale, la plus grosse hérésie de l'Empire, le pire secret que cache le pouvoir, c'est le fait que Demerzel soit un robot, et là il le balance à sa meuf, et on voit direct qu'elle change, il y a un truc qui change. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est... On sait pas trop. Est-ce que c'est de la complicité? Mais d'un coup, elle a plus trop envie de partir, elle hésite, machin. Elle fait même un signe à Demerzel quand elle va chercher l'empereur pour le ramener pour la réunion, là où il refuse justement le conseil de guerre. Et elle fait un espèce de signe, on sait pas trop ce que c'est, on voit que Demerzel l'a vu, mais on sait pas trop. Et... par contre, on a la réponse assez vite, puisqu'on découvre donc au moment où il pense s'enfuir, Demerzel, elle va l'intercepter entre guillemets et lui expliquer que ben non, ta meuf, on lui a effacé la mémoire parce qu'en vérité, elle faisait partie d'une secte qui vénère les robots depuis toujours et qui les attend comme des messies. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que ces gens-là considèrent vraiment les humains comme allant droit dans le mur et qu'il n'y a que les robots qui sont à la fois sages, vertueux, logiques, intelligents et pas trop dans l'émotion, dans la haine et compagnie. Et il n'y a que eux en fait qui peuvent les sauver un peu comme des messies, comme des rois promis, un truc comme ça. Donc c'est assez intéressant. Après, et ça étonnamment, c'est qu'elle dit qu'elle a étouffé la flamme de cette espèce de culte. Donc on se dit qu'elle a buté les croyants. Mais en même temps, elle dit qu'elle n'a pas tué Machine et qu'elle lui a juste effacé la mémoire et tout. Donc c'est un peu, est-ce qu'elle a tué tous ses potes, mais qu'elle l'a laissé elle en vie? On sait pas trop. Mais dans tous les cas, voilà. Et évidemment, le frère au grand jour, il est un peu anéanti. Et surtout, ça lui coupe un peu l'herbe sous le pied, pareil, par rapport à son évasion. Mais... la bande-annonce laissait sous-entendre qu'on allait le voir en armure. Donc du coup, moi j'avoue que pendant cet épisode, je me suis dit, dégoûté, vu qu'il parle de le déguiser en custodien pour le faire s'enfuir, ça va être ça, ça va être juste, on va le voir en armure pendant son évasion, et c'est tout. Et les images qu'on a vues au final dans la bande-annonce, c'était que ça. Alors que moi j'avoue que j'étais vraiment hypé par le fait de le voir un peu se castagner, un peu se taper, peut-être une fois qu'il sera devenu justement frère au soir, vu qu'il sera un peu moins important et qu'il sera peut-être pas parti vu qu'il y a au final cette histoire de... Enfin sa meuf est plus là donc il a plus vraiment de raison de partir malheureusement. Et donc est-ce qu'il va rester et qu'il va aller se battre ou est-ce qu'il va quand même y avoir cette évasion? Je sais pas trop, j'avoue que je pencherai plus pour le voir se castagner un petit peu, je trouve ça quand même sympa et comme j'aime beaucoup le personnage et puis l'acteur et tout, vraiment je sais de quel côté mon cœur balance. Mais encore une fois donc on est sur une dynamique vachement intéressante au niveau de tout ce qui est Empire parce qu'à chaque fois il y a des non-dits, des trahisons, des retournements de situation un petit peu et tout. Donc vraiment pour le coup dans cette saison je trouve qu'il y a très peu de faux pas au niveau de l'écriture, en tout cas
presque aucun à l'heure actuelle. J'apprécie énormément ce qui se passe du côté des empereurs et évidemment je pense que ça a joué aussi sur le fait que les personnages sont de plus en plus attachants. C'est ce petit moment qu'il y a eu entre tous les trois en mode vraiment frère où ils ont une espèce de petit bizutage de picolé pour un peu symboliser ce passage de flambeau. Donc ça j'ai trouvé ça très sympa aussi pour humaniser encore ces personnages qui le sont pas forcément toujours, du fait en plus qu'on sait que c'est des clones, tout ça, qui sont un peu des copies à chaque fois. Donc là j'ai trouvé ça très cool, dans cette saison on a vraiment chacun, ils ont une personnalité, ils ont une sensibilité propre, ils ont une humanité, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa encore une fois. Si peut-être j'aime un peu moins tout ce qui s'est passé, parce que pareil Gal j'aime beaucoup pour l'instant, bon c'est pas non plus hyper étoffé mais j'aime bien, le mulet évidemment on en reparle un peu plus tard en fin de vidéo, mais ouais la partie que j'aime peut-être pour l'instant le moins, et encore je trouve que les personnages commencent à me plaire, c'est l'histoire avec l'influenceuse là et son mari, le descendant de Obermalo là qui s'appelle Tranto, un truc comme ça je sais plus, et le preacher, le mec de la fondation qui veut enquêter sur le mulet. Donc du coup question encore une fois, parce qu'il fait référence à Gal dans l'épisode, est-ce que il est lui aussi un descendant de Gal, donc comme Salvor, mais Salvor n'a pas eu d'enfant, donc un peu bizarre, ou est-ce que c'est juste par rapport à la mythologie, entre guillemets, l'histoire de la fondation. Et du coup on les retrouve à cette fête. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir que notamment la meuf, l'espèce d'influenceuse Instagrammeuse, elle est pas si bête, elle a quand même des réflexions et puis une certaine finesse psychologique, donc au final elle a des compétences qui sont peut-être pas intellectuelles, scientifiques et tout, mais elle a des compétences sociales qui fonctionnent très très bien, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et ils essayent d'aider Preacher à avoir des informations, puisque lui dès qu'il a tenté de s'approcher du mulet pendant l'espèce de soirée en boîte de nuit, il a reçu une espèce de vague mentale et l'autre lui a dit tu es comme moi, donc du coup potentiellement il a des capacités latentes psychiques, et surtout il lui demande qui est Gal, Dornick. Donc c'est là qu'il y a la mention de Gal, donc on voit qu'elle est quand même présente dans l'esprit de Preacher. Il n'a pas non plus capté l'autre qu'il voulait enquêter sur lui, le tuer, qu'il avait des intentions malveillantes. Donc il n'a pas forcément accédé à toutes ses pensées, mais Gal était là, donc est-ce qu'elle était au devant de son esprit entre guillemets, je sais pas. Et donc il s'enfuit parce que je pense qu'il a pris un peu peur de par la puissance mentale et tout ça, donc il s'enfuit pour probablement aussi pas se faire lire son esprit machin, mais les deux autres décident de l'aider quand même, donc ça c'est cool. Ils vont un petit peu enquêter, notamment discuter, enfin le mec va discuter avec le mulet, donc là c'est assez drôle, le mulet il amène la princesse en boîte, trop drôle, elle lui sert des verres et tout, bon elle est sous contrôle évidemment, mais je trouve ça assez marrant symboliquement d'amener une gamine en boîte de nuit. Truc horrible, enfin déjà l'autre on comprend pas trop, il lui demande de l'insulter, il le manipule à moitié pour qu'il se lâche en termes d'insultes et tout, donc bon ça va, c'est un flot ininterrompu d'insultes un peu en dessous de la ceinture, voilà. Et l'autre ça le fait rire, machin, puis finalement il va lui peler la main, alors là pour l'avoir déjà vécu avec un économe, enfin machin, là je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les... Horrible. Donc voilà. En plus, à ce moment-là, on voit qu'il tente d'utiliser un peu sa technique signature. Convertir sa douleur en plaisir, ce qui est un peu la manière dont il manipule, ou qui manipulera en tout cas la plupart des gens. Et il n'a pas le temps de le faire parce qu'il utilise le flash de l'autre pour s'enfuir, machin. Il s'enfuit même avec le musicien pour avoir des infos, donc... Encore une fois, la meuf, elle a vraiment la tête sur les épaules, malgré ce qu'on aurait pu croire au tout début, et elle est plutôt pas bête, donc on va avoir des informations puisqu'ils se sont enfuis avec. Mais pour revenir par rapport à sa technique secrète, là, de transférer la douleur, enfin de transformer la douleur en plaisir, bon déjà, oui, la douleur, c'est horrible dans ce cas-là, se faire peler la main comme ça, bref, voilà. Et surtout... ça, on voit déjà en fait les conséquences de cette espèce de technique, ce pouvoir. Est-ce qu'il l'a développé après être devenu un espèce de taré psychotique, ou est-ce que c'est justement cette compétence un peu naturelle, la première entre guillemets qu'il aurait eue, qui aurait consolidé sa folie? Parce que je trouve que c'est un cercle, en gros le mec il est taré, il aime voir les gens souffrir, il aime faire souffrir les gens, il aime voilà la douleur et tout ça. Mais en même temps, il crée du plaisir chez les autres, du coup ils en redemandent, du coup ça crée vraiment une espèce de cercle sadique, et je trouve que c'est intéressant, j'espère que ce sera aussi développé de voir à quel point il prend du plaisir à donner de la douleur qui se transforme en plaisir, et du coup en reconnaissance et machin et tout, donc je trouve qu'il y a moyen de faire un truc symboliquement en tout cas très intéressant. Donc je pense que ça va être assez impactant, surtout que le personnage depuis le début on voit qu'il a un charisme de ouf, qu'il est ouais voilà, et vraiment il claque, l'acteur est génial, puis même sa manière de s'exprimer, on voit que son plan, voilà, il y a vraiment tout qui se... tout a du sens chez lui, même sa folie apparente et tout ça, donc j'aime beaucoup.
même si c'est le pire des enfoirés, sur ça il n'y a aucun souci, mais j'aime beaucoup. Et donc antagoniste qui, je pense, va claquer énormément. Déjà là on voit la manière, avec la simplicité presque avec laquelle il a pris le portail, ces hommes aussi qui sont ultra fidèles à lui, qui sont très efficaces, même s'ils n'ont pas réussi à détruire le vaisseau du couple là, mais il a quand même touché, machin. Donc on voit qu'il y a vraiment à la fois une déférence de certaines personnes envers lui, qui sont très fidèles, et en même temps il a une espèce de contrôle absolu, par exemple on voit comme avec la gamine et tout, et on va le voir. Donc clairement antagoniste qui je pense risque d'entrer dans la légende, je pense. Et donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, et encore une fois dites-moi si j'ai oublié des éléments que j'ai oublié de mentionner comme ça à chaud. Dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de l'épisode, un petit like si la vidéo vous a plu, l'abonnement, tout ça vous connaissez la chanson. Juste petite info comme ça, mais j'ai une grosse vidéo qui arrive dimanche à 18h, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit, ça lui donnera un peu de force, surtout pour le démarrage, pour le référencement, tout ça vous connaissez aussi la chanson. Et sur ce, encore merci, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!